Bonsoir, pardon de ce léger retard, mais les ministres ont des agendas de ministres. Mais ça y est, le ministre de la Santé rejoint son cortège officiel. Et là, c'est un grand moment pour nous. Vous savez, j'ai toujours pensé, depuis que je suis proche de ce que nous partage Boris Cyrulnik dans ses ouvrages, qu'il était un peu, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de dire cela, notre père à tous. Ça a été tellement inspirant. Alors nous allons passer à un moment d'exception et je vous demande d'accueillir Boris Cyrulnik. Vous allez pouvoir prendre un micro, mon cher Boris, et puis nous allons passer 1 heure ensemble, et puis si c'est possible, Boris Cyrulnik vous partagera des réponses à quelques-unes de vos questions. Lorsque nous nous sommes vus pour préparer cette soirée dans cette salle emblématique du Palais du Festival de Cannes, je vous rappelle que nous sommes tournés, diffusés actuellement sur Facebook, diffusés actuellement sur YouTube et que tout cela sera repartagé sur les réseaux sociaux tout au long de l'année. Boris Cyrulnik, nous nous sommes dit en préparant cette soirée que ce qui serait intéressant pour commencer, c'est que vous nous portiez des mots, vos mots, sur la santé mentale. Comment vous en parlez ? Alors c'est un mot récent. Pendant des millénaires, on ne pensait pas en termes de monde mentaux. Comme tout le monde dans cette salle, j'ai été préoccupé par le monde mental de Nabucodonosor. Tout le monde a été en souci avec ça. Et quand Nabucodonosor s'est mis à délirer et à marcher à 4 pattes et à laper l'eau en compagnie des chiens et des vaches, aussitôt l'explication a été claire, c'est une onde envoyée par les Hébreux. C'était à l'époque de Nabucodonosor. On n'a pas fait beaucoup de progrès. Ensuite, il y a eu le Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on ne pensait pas en termes de santé mentale. Au Moyen-Âge, il y avait les ondes, les flux, les influences et les mauvais esprits. Ça existe encore. Il y a beaucoup dans notre propre culture et dans beaucoup d'autres cultures, il y a des esprits qui s'emparent de l'esprit des voisins. Il y avait les incubes, les succubes qui venaient s'emparer de notre âme la nuit. Et puis ensuite est arrivée l'ère scientifique au XIXe siècle. Et alors là, il y a eu la Révolution française, et puis surtout, il y a eu l'industrie. Alors pendant la Révolution française, Pinel dit, mais les fous, il faut pas les attacher, ça les rend peut-être un peu malheureux. Donc, c'est pas lui, c'est son chef, c'est un infirmier qui a enlevé les chaînes avec l'aide et l'accord de Pinel. Et incroyable, on a vu qu'ils s'amélioraient. Ils allaient mieux. Dès l'instant où on leur enlevait les chaînes. Et puis l'ère scientifique a explosé. Darwin est arrivé et il a dit le monde vivant sélectionne les plus aptes et non pas les plus forts. Les dinosaures étaient les plus forts. Ils ont été éliminés. Les rats, les rongeurs, nos ancêtres à tous, qui n'étaient pas les plus forts, qui étaient les plus faibles, se sont emparés de la planète. Et si j'ai souligné ça, c'est parce que dans les 2 années qui ont suivi la publication de Darwin, La descendance de l'homme, 1859, 2 ans après, Haeckel, Galton faisaient récupérer le concept, faisaient un contresens que je crois volontaire, et il disait c'est la sélection du plus fort. C'était le point de départ de l'idéologie raciste et de l'idéologie nazie qui disait les êtres de qualité supérieure, ceux qui ont un cerveau ou une biologie supérieure, ce sont les blancs aux yeux bleus. Or, les publications scientifiques actuelles démontrent de manière indiscutable
que les hommes de qualité supérieure, ce sont les chauves. Et que... Ben, c'est scientifique, hein, moi j'y peux rien. Hein. Et maintenant, alors ensuite, il y a eu l'époque où on a commencé à penser, depuis Pinel, on a commencé à penser en termes de maladie. Or, le mot désignait quelque chose qui était pertinent. C'était l'époque de la syphilis, où il y avait des méningites syphilitiques, et où les malades, effectivement, alors là on peut employer le mot malade, là les malades, effectivement, avaient une méningite avec du pus qui stimulait certaines zones cérébrales, donc ils déliraient, ils avaient des hallucinations, ils étaient malades, quoi. La pénicilline, en 5 semaines, a fait disparaître toutes les méningites syphilitiques. Et donc, au début du siècle, il y avait des maladies qui ont disparu. La folie urémique. Depuis qu'on fait des épurations extra-rénales, il n'y a plus de folie urémique. On enlève l'urée, le cerveau n'est plus stimulé, la folie urémique a disparu. Il y avait le doux concept de crétin des Alpes. Alors, il y avait des gens dans les Basses-Alpes, vos voisins, il y avait beaucoup de crétins des Alpes. Et ils avaient effectivement un goitre parce que dans l'eau des Basses-Alpes, il n'y a pas assez d'iode. Dès l'instant où le gouvernement a décidé de mettre des traces d'iode dans le sel de cuisine, il n'y a plus de crétins dans les Basses-Alpes. Alors, le modèle médical de la folie a été pertinent, ce qui est tragique. Parce que, ayant vu que les méningites syphilitiques disparaissaient en 5 semaines de pénicilline, on en a conclu que tous les troubles mentaux allaient être guéris par des médicaments. C'était logique et absurde. C'était logique parce que c'était partiellement vrai, les méningites syphilitiques, la folie urémique, puis beaucoup d'autres. Hein. Il y avait d'autres où la pertinence du modèle médical a été beaucoup trop généralisée et nous a entraînés vers... C'est pas un cul-de-sac total, les médicaments, mais c'est partiellement vrai, totalement faux. C'est-à-dire c'est partiellement vrai parce que ça soulage à un prix parfois excessif, mais ça soulage. Les délires sont moins intenses, les gens sont moins anxieux, mais c'est parfois payé un peu trop cher. Donc voilà, je suis très content de ma réponse. Hein. Oui, elle est très précise. Alors, Boris Cyrulnik nous illustre la santé mentale dans une première partie, et puis on va cheminer sur ce sujet. Dans une deuxième partie, nous parlerons de la résilience. On ne pouvait pas recevoir Boris Cyrulnik sans parler de la résilience. Et dans une troisième partie, nous parlerons de tomber amoureux et de se relever attaché. Donc ça, c'est vraiment... l'attachement, c'est quelque chose dont vous allez entendre des mots tout à fait nouveaux portés par Boris Cyrulnik. Alors, dans cette première partie sur la santé mentale, maintenant qu'on a un cadre général, quels vous semblent les enjeux pour être en bonne santé mentale ? Alors, merci, parce que maintenant, la question se pose. Avant, on posait la question en termes médicaux à cause de ce que je viens de vous proposer. Or, enfin, maintenant, quand on parle de santé mentale, on pense parfois à un déterminisme biologique, parfois. Ce n'est pas la majorité des cas, mais ça existe. Il y a des maladies génétiques, ça existe, j'en ai vu. Mais enfin, ce n'est pas la majorité des cas. Dans l'immense majorité des cas, ce sont des troubles du développement. C'est-à-dire que là, ça implique la famille, le quartier, l'école, les décisions politiques, les décisions éducatives, et notamment, on a beaucoup parlé tout à l'heure des jeunes, des adolescents qui actuellement sont de très grandes difficultés. Dans un pays en temps de paix, 12% des adolescents prennent mal le virage parce qu'il y a l'apparition de la sexualité qui, pour certains, est une grande angoisse,
Et puis l'apparition de la sexualité, il faut quitter sa famille. Et beaucoup de jeunes ne sont pas armés, se sentent pas armés pour quitter leur famille, surtout dans un concept culturel comme le nôtre, où la valeur, c'est la compétition, c'est le sprint incessant. Donc il faut être costaud pour avoir le plaisir de nécessairement quitter sa famille, parce que quand le désir sexuel apparaît, il faut partir. La fierté des jeunes... Donc la famille le laisse partir? Alors, le problème, c'est ça. Il faut partir parce que c'est l'interdit de l'inceste. Hein. Dès l'instant où le désir sexuel apparaît, il doit s'exprimer ailleurs que dans la famille. C'est parfois nommé, c'est parfois pas nommé, mais le principe est le même. Il faut aller courtiser ailleurs. On ne peut pas courtiser dans sa famille. Donc, on est obligé de partir pour courtiser dans le village d'à côté ou courtiser au loin. Et à ce moment-là, il faut aussi être costaud. Parce que quand j'étais gamin, je suis de la qualité d'avant-guerre, puisque je suis né avant la Seconde Guerre mondiale, mais 3% des adolescents allaient jusqu'au bac. Et les autres allaient à l'usine, au champ, où les femmes à la maison, au champ et à l'usine aussi, en moindre proportion, mais elles y allaient aussi. Donc ça veut dire que l'adolescence durait quelques mois, 1 an ou 2. Or, maintenant que le développement dure beaucoup plus longtemps, maintenant on constate que les adolescences sont prolongées, et comme on le disait cet après-midi, c'est un bon signe d'apprentissage. Tant qu'on est adolescent, on a encore le besoin et la nécessité d'apprendre. Jusqu'à être Tanguy? Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les adolescences se terminent si vous estimez que vous avez terminé votre adolescence, quand vous acceptez que votre mère puisse aimer quelqu'un d'autre que vous avez terminé votre adolescence. Si vous acceptez cette définition, ça veut dire que vous pensez que l'adolescence se termine vers 50, 60 ans. C'est-à-dire que, et moi, si vous me forcez, je dirais des noms. Hein. C'est-à-dire, alors c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'on continue à apprendre, à faire l'effort d'apprendre, à avoir le plaisir de faire l'effort d'apprendre, donc on continue à se développer, même comme notre cerveau est théoriquement, neurologiquement terminé, on dit à peu près, pour faire un schéma, on dit 25 ans, eh bien on continue à apprendre. Et maintenant, dans toutes les universités, il y a l'université du grand âge, où on voit que des gens qui ont terminé leur adolescence continuent à apprendre et que ça les protège beaucoup de la vieillesse. Donc on voit que les conditions de développement sont biologiques, sont totalement différentes pour des raisons culturelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec une définition de la santé mentale qui est décrite par une grande partie de la communauté scientifique comme un triptyque bio-psycho-social? Mais bien sûr, ça ne peut pas être autrement. Je pense que la distinction entre inné ou acquis est un non-sens. Bio-psycho-social, c'est notre développement. Bio, on est tous nés de 2 cellules, un spermatozoïde et un ovocyte. Et donc on a forcément un déterminisme biologique. Mais ce déterminisme biologique, c'est juste l'impulsion. Quand une femme est enceinte, statistiquement, ça donne un bébé humain. C'est rare que ça donne un hippopotame. C'est-à-dire qu'il y a un déterminisme biologique. Mais très tôt, dans l'utérus, dès les premières divisions cellulaires, le milieu commence à tutoriser le développement dans le ventre des mères. Et vous avez sûrement oublié, mais dans cette salle, on a tous été des mammifères marins pendant 9 mois. On avait des branchies, on respirait par nos branchies. Notre mère résolvait tous les problèmes pour nous. On était nourris, logés, bercés dans une suspension hydrostatique à 37 degrés. Merci de m'aider.
Et notre mère résolvait tout pour nous. On n'avait pas de problème de logement, on était locataire pour 9 mois. Mais Alors, quand tout à l'heure vous parliez de la santé mentale qui passe par le fait finalement d'aller aimer ailleurs, hein. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut quitter son village et aller aimer ailleurs pour devenir un adulte grandi. Et je taquinais sur les tanguis. Est-ce qu'il est nécessaire de garder une part d'enfance ou est-ce que c'est de l'immaturité? vous n'avez pas une autre question? Donc, Je profite de votre expertise. Alors, faut-il garder une part d'enfance ou est-ce que c'est une fausse sémantique et que c'est pour prétexter que c'est de l'immaturité? alors, votre question est cartésienne. Une cause provoque un effet. Et depuis quelques décennies, on s'entraîne à raisonner en termes écosystémiques. C'est une convergence de causes qui provoque un effet bénéfique ou maléfique. Or, on constate que la mémoire commence dans les chromosomes, puisqu'avec les prix Nobel récents de l'épigenèse, on démontre biologiquement que lorsqu'une mère est traumatisée, lorsqu'elle a eu un événement fracassant dans son histoire, ça modifie les métabolismes, ça modifie ces sécrétions des hormones du stress, schématiquement c'est cortisol et catécholamine, qui franchissent la barrière du placenta, que le bébé déglutit pendant ses 9 mois de vie aquatique, et que ces substances sont toxiques pour son système limbique, le système qu'on voit, qu'on photographie en neuroimagerie, c'est-à-dire que le bébé arrive au monde avec une altération de système limbique, socle neurologique de la mémoire, parce que quelque chose, un événement, a rendu sa mère malheureuse. Alors on me dit, mais vous culpabilisez les mères? Sûrement pas. Qu'est-ce qui peut rendre une femme enceinte malheureuse? La précarité, l'extrême précarité sociale. Il n'y a rien à manger pour ce soir, je ne pourrais pas payer mon loyer à la fin du mois, à la fin de la semaine, parce qu'il y a des pauvres qui s'occupent très bien de leurs enfants. Mais la guerre est une fabrique de psychopathes sur plusieurs générations. Donc là, on voit que quelque chose, la violence conjugale, la solitude, un tremblement de terre. Le secret. Le secret qui transmet un trou dans les récits et dans les comportements. C'est-à-dire que le secret, la mère est traumatisée, parfois ça peut être le père, mais le père est une image autour de la mère. Donc la mère a une priorité dans l'attachement sécure, dans l'acquisition des styles d'attachement. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a un secret dont on ne peut pas parler, parce que la famille ou la culture oblige à se taire, quand il y a une discordance entre les récits de la mère traumatisée qui ne peut pas raconter, l'inceste, la Shoah, beaucoup de tragédies humaines, les gens qui ont été traumatisés, quel que soit le trauma, ont du mal à en parler. C'est difficile, l'émotion est là, il ne va pas comprendre, donc c'est difficile de parler. Oui, où il va, ce qui m'est arrivé, il va éclater de rire quand je vais lui raconter ma souffrance. Vous avez bien entendu. Où vas-tu chercher tout ça? Toutes les femmes qui ont été victimes d'inceste ont entendu cette phrase. C'est-à-dire que l'impossibilité de parler spontanément. Donc, au point de vue rhétorique, ça fait une manière de parler pour l'enfant étrange. Maman, papa, que j'aime beaucoup, tout d'un coup, ils se taisent, il y a un trou dans leur récit. Ce trou indique quoi? Il indique le lieu du mystère. Les barbes bleues. Maman a commis un crime, papa a commis un crime. J'aime beaucoup mon père, ma mère, qui tout d'un coup m'angoisse. Et c'est la rhétorique de mon père ou de ma mère qui déclenche une étrangeté en moi. Et quand on a fait une évaluation de ce que vous venez de dire, de la transmission du trauma par le silence, les enfants acquièrent, dans 80% des cas, un attachement ambivalent. J'aime ma mère qui tout d'un coup m'angoisse. Et donc ça passe par. Tout à l'heure, on disait ça passe par la biologie. Quand la mère est traumatisée,
j'ai vu, on m'a montré, des taches noires sur les bandelettes ADN. Ces taches noires, c'était des radicaux méthyl. S'il y a des biologistes dans la salle, ça faisait des taches noires. Dès que la mère était sécurisée par sa famille, par un professionnel, par un psychologue, par un prêtre, par je ne sais pas quoi, dès que la mère était sécurisée, en quelques jours, ces taches noires, radicaux méthyl, se diluaient et disparaissaient. Ça veut dire que cette transmission n'est pas inexorable. Elle se fait si on fait taire les blessés. J'ai dit blessés, mais vous avez compris. Traumatisés. Donc la transmission se fait si on fait taire les gens qui ont un problème, quel que soit ce problème. La syphilis, pendant des siècles, les gens avaient tellement honte d'être syphilitiques qu'ils ne se soignaient pas. Donc on arrivait, j'ai vu des dégradations syphilitiques stupéfiantes, parce que les gens voulaient préférer mourir de méningite syphilitique que d'avouer qu'ils avaient la syphilis. Ils préféraient mourir que de dire. Maintenant, j'aimerais vous faire réagir sur les 1000 premiers jours de la vie. Ces 1000 premiers jours, au-delà de nous indiquer qu'il faut y porter une attention particulière, et puis c'est une symbolique, c'est pas 990, c'est pas 1050, mais qu'est-ce qu'il se joue pendant ces 1000 premiers jours? Alors, je fais partie d'une génération où, quand j'étais étudiant en médecine, on nous apprenait que tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre. S'il y a des mères dans la salle, ça va peut-être les surprendre un peu. Comprendre et penser, c'est pas du tout la même chose. Un bébé comprend des tas de choses, mais il ne peut pas agencer les mots pour en faire une pensée qu'il va adresser à quelqu'un, pour débattre, pour discuter. Mais il y a une compréhension préverbale très précoce. Et les bébés et beaucoup d'animaux aussi comprennent et ils ne pensent pas, puisqu'ils ne parlent pas. Ils ont accès au symbole. C'est-à-dire, le symbole, c'est un objet matériel ou sonore ou un dessin qui est mis là pour représenter quelque chose qui n'est pas là. Voilà, ça pourrait être la définition du symbole. Beaucoup de bébés préverbaux, beaucoup d'animaux ont accès au symbole, mais ce n'est pas des pensées. Pour penser, il faut agencer tout ça, tout ce qu'on a compris, pour en faire un récit qu'on va adresser à quelqu'un. Or, dans les 1000 premiers jours, aux Ambiers, près de Toulon, en 1982, on s'est dit, mais est-ce que vraiment ça commence, l'intelligence des enfants commence avec la parole? Et on a eu, comme on s'était formé et qu'on a travaillé avec des éthologues animaliers, on savait que beaucoup d'informations passaient dans l'utérus des femmes et qu'il y avait le monde du silence du commandant Cousteau et de Louis Malle. Vous vous rappelez de ça? Mon œil, il y a un barouf là-dedans, c'est-à-dire que dans un utérus, vous ne pouvez pas savoir le barouf qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a les bruits du cœur, les bruits de l'alentour, les bruits, mais ce n'est pas les bruits, la digestion. C'est-à-dire que ce n'est pas les bruits qu'on entend dans un monde aérien, mais c'est des bruits riches en basses fréquences. Or, les basses fréquences viennent vibrer comme une caresse, alors que les hautes fréquences sont éliminées par le corps et surtout par le liquide amniotique. Ce qui revient à dire que quand une femme enceinte parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et ça explique pourquoi, dans l'heure qui suit la naissance, ça c'est une expérimentation qu'on a faite à Toulon, dans l'heure qui suit sa naissance, on met des femmes, des hommes autour du bébé, le bébé est dans sa chaise, dans son pèse-bébé, et puis, madame, vous n'êtes pas la mère, parlez. Le bébé répond pas. Monsieur, parlez. Le bébé répond pas. Madame qui est la mère, parlez. Tant que le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore. Madame qui est la mère, mettez-vous là. Tant que le bébé, où qu'elle soit dans l'espace, le bébé la cherche et la reconnaît dans l'heure qui suit sa naissance. Parce que déjà dans l'utérus, la communication s'est faite de manière bénéfique. Les caresses verbales de la mère
parfois de manière maléfique, le stress de la mère si on la stressait et si on la laissait seule avec son stress. D'où, je le redis volontairement, l'importance de la politique pour augmenter le congé paternité et maternité, parce que les pays qui l'ont fait, le Danemark, l'Espagne, le Québec, de tous les pays qui ont prolongé le congé maternité, ont diminué les dépressions périnatales de 50% dans l'année qui a suivi. On sait ce qu'il faut faire, les hommes politiques ne le font pas toujours. Alors les 1000 premiers jours de la vie, on vient de l'entendre, on a compris ce qui pouvait s'y jouer. On a compris aussi que les mamans qui portent des bébés, elles peuvent subir parfois des violences, des interactions toxiques, des secrets, etc., ou même les partager au regard de leurs histoires de vie, dans les ancrages familiaux, etc., etc. Et il se peut que l'enfant soit à son tour, si j'ai bien compris, porteur d'un traumatisme, d'une blessure. Et face à cela, vous nous avez amené à comprendre un concept qui nous vient un peu d'ailleurs, vous allez nous expliquer la résilience. Alors, oui, c'est d'accord avec votre présentation. Le mot existait avant qu'on l'utilise en psychologie. C'est-à-dire, c'est une psychologue américaine, Amy Werner, qui a proposé ce mot pour désigner un phénomène qu'elle avait constaté dans l'île d'Hawaï. Elle va en Hawaï, elle est prof à Miami, elle va en Hawaï et elle doit s'occuper d'enfants des rues qui n'ont pas de famille, qui dorment et qui mangent je ne sais pas où, qui subissent la violence quotidienne, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de famille, et puis son université coupe les fonds. Et elle doit rentrer et abandonner, ne plus suivre 700 enfants. L'université lui retrouve un peu d'argent, elle repart à Hawaï, 30 ans plus tard, elle repart et elle veut revoir les 700 dossiers. Et elle retrouve, je crois, 200, à peu près, on va dire 200 dossiers qu'elle avait gardés, et elle retrouve les gens qui donc étaient devenus des jeunes adultes. Et elle constate que 72% de ces jeunes adultes sont fracassés, ce qui était compréhensible, dormant dans les rues, mangeant, volant pour ne pas mourir, se battant contre les agressions physiques ou sexuelles. On comprend que 72% de ces enfants deviennent des adultes fracassés. Mais, surprise, 28% de ces adultes ont appris à lire et à écrire sans école, ont fondé une famille, ont appris un métier, ont fondé une famille, et quand elle fait les examens médicaux et psychologiques, elle constate que ces enfants, ces jeunes adultes, ont apparemment aucun trouble. Je souligne apparemment. Elle en parle à Michael Rutter, avec qui j'ai eu la chance de travailler, et Michael Rutter lui dit « Ces enfants ont quelque chose à nous apprendre. Comment se fait-il qu'ils ont limité la casse? Ils n'ont pas tout réglé. Ils ont limité la casse, alors que logiquement, dans de telles conditions éducatives, on aurait dû avoir 100% de fracas. » Et ça a été le point de départ de nouvelles recherches. Spitz avait presque dit... Spitz est un psychanalyste américain qui était prof à Genève, qui côtoyait Anna Freud, la fille de papa, et déjà pendant la guerre, ils avaient constaté que dans les nurseries d'Hampstead, où les bébés anglais ont énormément souffert, comme les Anglais d'ailleurs, parce que les bombardements de Londres ont été d'une très grande cruauté, et ces bébés avaient presque tous vu leurs parents mourir sous les décombres, ou eux-mêmes avaient été pris sous les décombres. Et elle constate que dans certaines nurseries, enfin c'est elle qui appelait ça nurserie, elle avait réquisitionné toutes les grandes maisons qui étaient dans le quartier, et elle les avait baptisées nurseries. Mais il constate que dans certaines nurseries, 80% des enfants, 70% des enfants ont repris un développement apparemment bon, et 30% des enfants sont restés fracassés, alors que dans notre nurserie, c'est les chiffres inverses. 30% des enfants se sont bien développés et 70 à 80% des enfants sont fracassés.
Donc, première hypothèse interprétative, dans certaines nurseries, puisque le fracas était le même, ils étaient orphelins, ils avaient été sous les décombres, ils étaient traumatisés par une guerre cruelle, et ils constatent que l'environnement, le milieu, les niches sensorielles n'ont pas tutorisé les mêmes développements. C'était vraiment le raisonnement contraire de tout le XIXe siècle. Descartes, une cause provoque un effet. Et là, ce n'était pas ça du tout. C'était une convergence de causes peut provoquer un effet bénéfique ou maléfique. Donc certains de ces enfants devenaient des êtres sociaux, des êtres humains en capacité de relation avec des comportements qu'ils savaient adapter aux autres et à soi, et d'autres devenaient des personnes qui se déployaient avec des troubles ou des maladies psychiques. Est-ce qu'il y a des explications pour être là, en capacité d'être une personne résiliente, passez-moi l'expression, et là, de n'avoir pas la capacité d'être une personne résiliente? Pourquoi ça fonctionne chez certaines personnes et pourquoi pas chez d'autres? Alors, John Bowlby va répondre à votre question. Il y avait tellement d'orphelins après la Seconde Guerre mondiale que c'était un problème de tous les pays, parce que les filles étaient fracassées, les garçons aussi, et ceux qui survivaient, c'était les délinquants. C'est-à-dire qu'ils rentraient, j'ai eu des relations amicales avec Stanislas Tomkiewicz, que peut-être des gens dans la salle ont connu. Il est né en Pologne, à Varsovie, il est mis dans le ghetto de Varsovie, donc il meurt de faim. Il réussit, on l'arrête, il va dans un camp, j'ai oublié lequel, donc il continue à mourir de faim et de mourir d'angoisse. Le nazisme s'effondre, la Croix-Rouge l'amène à Paris, il ne parlait pas la langue, il ne savait pas où était la France, et 30 ans plus tard, il devient chef de clinique en psychiatrie. Et il raconte que les garçons qui n'étaient pas délinquants mouraient. Le seul moyen, c'était donc de sortir, d'attaquer les gens dans la rue. Alors comme c'était les enfants, ils se groupaient. Les adultes n'osaient pas toujours frapper sur des enfants. Ils rentraient dans les maisons, ils volaient, ils attaquaient physiquement. Et la phrase de Tom, comme on l'appelait, Tomkiewicz, sa phrase, c'était « on était des loups ». Et alors, dans tous les pays, c'était comme ça, surtout dans les pays d'Europe centrale, Russie, Roumanie, c'est l'Allemagne qui a été détruite et qui a eu un nombre très élevé de morts et d'orphelins. Or, Bowlby reçoit de l'OMS et fait une étude sur ces enfants et dites-moi ce qu'on peut faire. Et ça a été en 1951 le point de départ de l'attachement et de la résilience. Bowlby dit « ces enfants, on peut les rattraper à condition d'organiser autour d'eux une niche sensorielle sécurisante. Attachement. Dès l'instant où ces enfants seront sécurisés, on pourra les éduquer. Ils ne seront pas les enfants insécurisés, ces petits garçons insécurisés, se sentaient tout le temps agressés. Dès qu'on leur... Alors beaucoup de gens dans la salle ont connu ça, les éducateurs, les psychologues qui sont dans la salle ont connu ça. Hein. Ces garçons, plus que ces filles, se sentent tout le temps agressés. Donc ils répondent, se sentant agressés, ils répondent par l'agression. Pourquoi tu me parles comme ça? Mais je ne te parle pas comme ça. Mais tu me méprises. Mais non, je ne te méprise pas. Je te conseille de faire... Bon, beaucoup de praticiens dans la salle ont vécu ça. Et ces garçons répondent par la violence à ce qu'ils croient être la violence, parce que dans leur développement, ils ont connu une vraie violence tragique, la privation affective. Et donc, c'est pas... Alors, on punissait ces garçons. Si vous allez dans les îles d'Hyères, vous verrez à Porquerolles ou à Porquerolles, vous verrez le bagne pour enfants qui a été fermé il n'y a pas longtemps. Il n'y avait que des petits garçons avec des sauts du loup de 10 mètres et la seule relation avec ces enfants, c'était les battre, les punir. Battre ces enfants, c'était leur apprendre la valeur de la bagarre. C'est-à-dire, dans nos relations humaines, on se bat.
Et Boulby a dit, mais non, alors là, il a commis une erreur, une mauvaise formulation. Il a dit, mais non, ces enfants, il ne faut pas les battre, il ne faut pas les punir. C'est une carence en soins maternels. Imaginez les féministes de l'époque, comment elles ont réagi. Margaret Mead, qui a été une des premières féministes de l'après-guerre, lui a volé dans les plumes et elle a dit les hommes empêchent les femmes de travailler. Les hommes disent qu'il faut sécuriser affectivement ces enfants, c'est pour empêcher les femmes de travailler. Alors, et Boulby a eu du mal, a mis longtemps à accepter qu'il avait mal formulé ce qu'il avait constaté, et avec sous l'influence des féministes et de son équipe, il a reformulé autrement. C'est une carence sensorielle. C'est pas une carence en soins maternels, c'est une carence sensorielle. Et je l'ai vécu quand j'ai travaillé en Roumanie, à l'époque de Ceausescu. J'ai vu les 200 000 enfants roumains isolés, sensoriellement, complètement isolés, pour que les femmes puissent travailler 13 ou 14 heures par jour. Mais il n'avait rien prévu pour s'occuper des enfants. Donc s'il n'y a pas d'altérité, la seule altérité des enfants, c'était leur propre corps, et dès qu'ils avaient une émotion trop forte, ils s'auto-agressaient. Et tous les praticiens dans la salle ont vu ces enfants en carence sensorielle. Dès qu'il y a une émotion, quelqu'un qui vient, il se tape la tête par terre ou contre les murs, il se griffe avec une violence qui me faisait peur, qui m'effrayait. La violence était une valeur adaptative à la carence sensorielle. Donc, il y a des méthodes thérapeutiques. Organiser des niches sensorielles, ce qu'ont fait des institutions en France après-guerre, l'œuvre de secours des enfants, alors avec qui j'ai fait un travail, mais j'ai vu en 1950 un éducateur talentueux qui s'occupait de ces enfants très difficiles, qui ne pensaient qu'à mordre, voler, se battre, parce qu'ils avaient peur, ils se défendaient. Et cet éducateur talentueux, c'était Serge Gainsbourg. C'est-à-dire que, et on voit sa gentillesse, sa patience, alors qu'ensuite il a brûlé des billets de 50 à la télévision, et bien quand il était moniteur, il était vraiment adorable. Nous allons faire un passage de quelques minutes sur un passage un peu délicat, parce qu'on va parler, pas longtemps, de vous. Vous êtes aussi une personne, et vous me corrigez si vous n'acceptez pas le propos, vous êtes aussi une personne qui est résiliente, qui vivait une forme de résilience depuis certains traumatismes dans votre histoire de vie. Est-ce que vous acceptez que ce soit dit comme ça? Et est-ce que vous acceptez de nous partager une forme d'exemplarité, entre guillemets, parce que je disais que vous étiez notre père à tous, de résilience? Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre résilience quelques instants, puisque j'imagine bien que c'est sensible? Alors, je ne me suis jamais présenté comme exemple de résilience. Parce que je crois que je ne suis pas un bon exemple. Si vous ne me croyez pas, demandez à ma femme. Mais est-ce que vous êtes un résilient? Est-ce que vous êtes une personne résiliente? Alors, je pense que j'ai repris un développement, tant bien que mal. Ça n'a pas toujours été facile. Surtout dans les années d'après-guerre, on ne pouvait pas parler de la Shoah. Tout à l'heure, j'ai dit, quand j'ai raconté ce qui s'était passé dans la guerre, j'ai été arrêté à l'âge de 6 ans et demi, j'ai été emprisonné, j'ai compris qu'on voulait me tuer, et quand j'ai réussi à m'évader, avec l'aide de quelques justes chrétiens, j'ai été protégé par eux, mais je n'ai pas pu aller à l'école parce que j'aurais été arrêté. Comme dans le film de Louis Malle. Ils vous ont montré une empathie, ils vous ont montré un champ émotionnel. Et j'étais bien avec eux. Alors, je n'avais pas le droit de sortir, parce qu'on m'a dit, si tu sors, ne sors plus, parce que si tu sors, on pourra te dénoncer. J'avais 6 ans. Je me suis dit, dénoncer. J'ai donc commis un crime, mais je ne sais pas lequel.
Donc, et on m'a dit, si tu dis ton nom, tu mourras, et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi. Parce que j'ai un nom qui porte mes origines, et donc je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit de dire mon nom. Pour un crime que je ne savais pas. Donc, mais à la libération, donc, j'ai été sécurisé par ces justes chrétiens qui risquaient leur vie pour s'occuper d'un enfant qu'ils ne connaissaient pas. Donc la résilience, elle vient bien par une forme de sécurisation du champ émotionnel qui nous est donné par l'autre ou un groupe d'autres. Qu'est-ce qu'il est bien, ce gars, alors? Qu'est-ce qu'il est bien? Boris Cyrulnik. Alors, est-ce que c'est bien un groupe d'autres qui nous sécurise? Alors voilà, je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre. Sans altérité, je deviens personne. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, parce que maintenant, avec la neuroimagerie, on photographie sans aucune difficulté qu'un enfant isolé sensoriellement a des atrophies cérébrales localisées qui sont toutes les mêmes, quelle que soit la culture. C'est-à-dire qu'un enfant sans autre altère les deux lobes préfrontaux et le système limbique. Pour voir l'hypertrophie de l'amygdale, il faut une technique plus élaborée, c'est la neuroimagerie fonctionnelle qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui montre ces dysfonctions cérébrales provoquées par la privation d'altérité. J'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. Mais cet autre a des formes très différentes. Parfois cet autre me sécurise, parfois cet autre m'insécurise. Un enfant maltraité est insécurisé par ses parents. Il a peur de son père ou de sa mère. Donc il n'est pas sécurisé. Donc s'il n'est pas sécurisé, il s'adapte à cette insécurité par des comportements autocentrés qu'on a décrits tout à l'heure, balancement incessant ou auto-agression. Et on voit que ces enfants... Alors, dès qu'on sécurise ces enfants, on voit les comportements autocentrés disparaître. Et ils disparaissent à des vitesses variables selon les individus. Il y a des enfants, dès qu'on leur parle gentiment, hop, ils vont mieux. Ils chopent la main, ils cherchent à parler, ils sourient, ils tendent les bras. Hop, ils commencent leur tricotage de résilience. Geste après geste, mot après mot, jour après jour, et ils ne ratent pas une occasion. On leur sourit, ils sourient. On leur parle, ils babillent, ils tendent les bras. Ils ne ratent pas une occasion de progresser. D'autres enfants, au contraire, on leur sourit, ils tournent la tête, ils se collent contre le mur, ils se mettent eux-mêmes en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler. Et c'est-à-dire, or, on constate que les enfants qui sautent sur l'occasion de déclencher un processus de résilience sont les enfants qui, avant la guerre, avant le trauma, avaient acquis des facteurs de protection. C'est-à-dire que déjà, la mère ou un substitut maternel, une grand-mère, un père, on voit de plus en plus de jeunes pères qui s'impliquent dans les 1000 premiers jours avec des résultats très appréciables, diminution de la dépression périnatale, mais aussi progrès des enfants, et puis même progrès pour les hommes. Parce que les hommes ont été, depuis des millénaires, les hommes sont chefs de famille, mais ils ne sont jamais dans leur famille. C'est les femmes qui n'étaient pas chefs de famille, qui faisaient tout dans la famille. C'est-à-dire qu'il y avait une injustice légale que les féministes ont assassiné en 1974 en parlant de la responsabilité parentale et non plus paternelle. Donc on voit que déjà, c'est une cascade de causes. Une réforme change la fonction du couple qui améliore le développement des enfants. C'est une cascade de causes, c'est pas Descartes. C'est pas une cause provoque un effet. Alors Descartes dans un laboratoire, oui, la méthode expérimentale, merci Descartes. Mais nous, praticiens, parents, psychologues, éducateurs, nous, praticiens, quand quelqu'un s'assoit près de nous, ce n'est pas un objet de science. Il s'assoit avec son corps, son cerveau, son histoire, sa religion, son passé traumatique, ses victoires psychologiques. Enfin, il s'assoit avec une totalité. Et nous, éducateurs,
parent professionnel, on doit tenir compte de tous ces déterminants hétérogènes. Ça confirme ce que je vous proposais tout à l'heure. Il faut abandonner Descartes, sauf dans un laboratoire, là il faut le garder, mais dans la vie quotidienne, c'est une convergence de causes qui provoque un effet bénéfique ou maléfique. Je vais proposer à Boris Cyrulnik d'ouvrir une bouteille d'eau et de boire un petit coup. Et pour ça, je vais faire 30 secondes. Comme ça, nous laissons Boris boire. Alors, vous voyez ce que c'est qu'une bonne mère? C'est-à-dire que... Alors, Boris ouvre sa bouteille et pendant ce temps, j'occupe le terrain pour vous dire qu'il est important que vous participiez tous aux consultations citoyennes sur les 10 priorités pour la santé mentale. Il faut que le livre blanc de la santé mentale, qui sera présenté au Parlement en janvier 2026, soit alimenté par les citoyens que vous êtes. www.psychodon.org et vous répondez aux 2 questions. Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos priorités pour que nous puissions les porter par ceux envers qui nous allons demander vous agissez quand? Deuxième information que je voudrais vous partager, vous retrouverez Boris Cyrulnik et Guillaume Font, qui est un psychiatre à Marseille, auteur d'un livre sur la psychonutrition, et Déborah Ducasse, qui est une psychiatre qui met en avant les thérapies cognito-comportementales ACT, et vous en saurez un peu plus ce soir sur Europe 1. Vous pourrez passer et poursuivre la soirée avec Boris Cyrulnik, Déborah Ducasse et le professeur Guillaume Font sur Europe 1 à partir de 22h30 ce soir. Et puis pour ceux qui resteront là, et on compte sur vous, vous donnerez de la voix pour la santé mentale avec le temps de convivialité. Et nous nous retrouverons tout à l'heure, après avoir quitté Boris Cyrulnik, pour le karaoké de la santé mentale. Et vous allez toutes et tous choisir des chansons qui nous parlent de vous, parce qu'on a envie de chanter ensemble et de partager de la joie avec le karaoké de la santé mentale à partir de 19h30, 21h. Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, j'ai dit je répète quelque chose que j'ai dit toute la journée. Nous sommes au Palais des Festivals de Cannes, ça ne vous a pas échappé. Les stars, habituellement, sont ici, les stars du cinéma, etc. Mais ce qui était important, c'était que les personnes concernées par une maladie psychique, les psychiatres, les associations, bien sûr le ministre, on a fait ce qu'il fallait pour l'accueillir, montent les marches de la déstigmatisation, parce qu'il est important que les regards changent et que la maladie psychique d'une personne n'est pas la personne. Elle n'est qu'une part de la personne. Et ça, il fallait le dire, et il fallait le dire très fort. Et les marches du Palais du Festival de Cannes nous aident à déstigmatiser. Alors nous reprenons avec Boris Cyrulnik. Vous vouliez rajouter quelques mots? Je passe à ma prochaine question. Non, je suis très content de votre consigne. C'est qu'actuellement, les vrais malades mentaux, ils sont élus. Moi, je ne l'ai pas dit tout à fait comme ça. Je ne l'ai pas dit tout à fait comme ça. Alors ça, c'est tourné. Je pense que ça va faire du buzz. Attention aux réseaux sociaux. Bon. Alors, nous retournons à notre propos. Et j'aimerais... Et vous savez quoi? Évidemment, bon, moi, je suis père, mais il y a plein de papas ici. Et j'aimerais qu'on demande à Boris Cyrulnik de faire un focus, une fois n'est pas coutume, sur les pères. Parce que quand même, les pères aussi. Alors, quand même. Votre question se pose depuis qu'il y a des hommes et des femmes sur la Terre. Une mère, on sait ce que c'est. Un père, allez savoir. C'est-à-dire que, alors, la plupart du temps, la femme sait qu'elle va être mère, elle le sait dans son corps. Elle a le temps de s'y préparer. Et donc, elle a le temps de sentir, de formuler, de mettre des mots sur une sensation. Elle sait, c'est une connaissance dans son corps. Le père, le futur père, lui, il apprend qu'il va être père dans la parole de sa femme, pas dans son corps. C'est-à-dire que
mon chéri, tu vas être père, j'ai un retard de 15 jours. Ah, voilà, beaucoup de gens dans la salle ont connu cette phrase. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est dans la parole que naît le père, c'est dans le corps que naît la mère. Or, la parole de sa femme, c'est inévitablement la parole de la culture. Qu'est-ce que c'est qu'être père ? Depuis que je suis petit garçon, je cherche à savoir qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Être un homme, qu'est-ce qui est facile à voir pour devenir un homme ? C'est avoir un zizi et bien jouer au foot. C'est-à-dire que, alors là, on sait ce qu'on va devenir. Donc là, on est en plein dans Papa Freud, hein, c'est-à-dire Oedipe, qui organise le développement d'une personnalité. Mais il y a beaucoup de cultures africaines, beaucoup de cultures indiennes considèrent que le père n'est pas l'amant. C'est deux fonctions différentes et souvent pas associées. Quand j'ai travaillé avec les Indiens de Colombie, ils avaient la même remarque. Ils disaient, mais non, lui, c'est l'amant. Le père, c'est lui. Je dirige actuellement une thèse d'un Ivoirien qui sera une excellente thèse. Et il me dit, en Côte d'Ivoire, un bébé ne peut pas être laissé seul parce que les femmes sont en groupe et que si une femme est fatiguée, eh ben, il y a d'autres copines. L'enfant est déjà familier à ces visages. Il y a le visage primordial, maman, mais autour de ce visage primordial, il y a d'autres visages familiers. Donc le bébé est entouré par des images maternelles. Il n'y en a qu'une qui l'a porté. Mais d'autres femmes sont des images maternelles sécurisantes. Et puis, Pacôme, c'est son nom, me dit, mais le fait que le père soit tous les hommes du côté de la mère, c'est-à-dire celui que nous, dans notre culture occidentale, on appellerait l'oncle maternel. Et là, il y a un équipage d'hommes qui sont désignés par la culture. Tout homme du côté de la mère ne peut pas avoir de relations sexuelles avec un enfant, ce serait un inceste. C'est pas possible. En revanche, l'enfant a toujours un père autour de lui. Ça peut être un père jeune qui lui apprend à jouer au foot, ça peut être un autre père qui lui apprend à travailler à l'école, ça peut être le grand-père qui est la loi intransgressable, mais il y a aussi un autre père qui lui apprend à s'accommoder avec la loi. Il y a un père qui s'intéresse beaucoup à l'école et aux activités. Il y a toujours un père autour de l'enfant, ce qui n'est pas le cas de notre culture. Ou au contraire, on voit que la mère, on sait à peu près, mais les mères ont changé de fonction énormément en 2-3 générations. Quand j'étais gamin, la plupart de mes copines d'enfance, à 20 ans, elles avaient 1 ou 2 enfants. Maintenant, le premier enfant, c'est 31 ans, bientôt 32. Le deuxième enfant, c'est 34, 35. C'est pas la même mère. L'utérus n'est pas le même. Le maximum de fécondabilité, c'est 25 ans. Un utérus de 30, 35 ans, il faut le médicaliser un peu. La plupart du temps, ça se passe bien, mais il faut le médicaliser un peu. Les femmes on perd de leur pouvoir sécurisant. Les femmes qui entourent cette mère, c'est le pédiatre ou l'obstétricien qui prend un pouvoir technique et non pas affectif. Déjà, l'image de la mère entourée n'est plus l'image de la mère que j'ai connue quand j'étais gamin. Alors, toutes mes copines d'enfance, à 18 ans, avaient 1 ou 2 enfants, et maintenant, elles faisaient 4 adultes. Et maintenant, les femmes en France font 1,57 enfants par femme. Je ne sais pas comment elles font pour faire 1,57 enfants par femme. Voilà. C'est-à-dire, c'est bien les femmes, ça. Hein. Alors, en tout cas, vous savez quoi c'est que moi, ça m'a drôlement rassuré, parce qu'il y a tellement de pères pour faire un père que c'est trop compliqué pour moi. C'est pour ça que je dois être, et on est nombreux, un mauvais père. Est-ce qu'il y a des mauvais pères ?
c'est même pas les pères absents, c'est même pas les pères morts. Mon père est mort, il s'est engagé dans l'armée française à 39 ans, il a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. Ma mère a été arrêtée le lendemain où elle m'avait mis à l'assistance publique. Et pourtant, j'ai des parents parfaits. J'ai dans ma mémoire une mère toujours jeune, toujours sécurisante, et j'ai dans ma mémoire un père qui s'est jamais fâché et qui a toujours été de bonne humeur, qui a toujours été gai et sécurisant. Les orphelins sont les seuls à avoir des parents parfaits. Les autres, ils ont les parents qui peuvent. Ils ont les parents fatigués, les parents injustes, les parents qui se trompent, ils ont des parents réels. Dans cette salle, je suis un des seuls, peut-être même le seul, à avoir des parents de rêve. Et c'est bien ça. Et quand on a fait des enquêtes à la Commission centrale de l'enfance qui recrutait après-guerre beaucoup d'orphelins, certains étaient en très mauvais état, on a constaté que le fait d'avoir des parents de rêve, le fait de ne pas avoir de parents réels, donc d'être contraint à avoir des parents de rêve, fait qu'il y a dans cette population un nombre anormalement élevé d'écrivains, de cinéastes, de créateurs. C'est-à-dire qu'on est contraint à la créativité ou au désespoir. Ça peut être le vide, l'abandon ou la contrainte à la créativité. Et c'est pour ça que la résilience c'est pas régler tous les problèmes, c'est surtout pas les oublier. C'est pas régler tous les problèmes, c'est faire quelque chose de son malheur, en faire une œuvre d'art, un film, une poésie, un engagement dans une association. Le malheur, on l'a eu. Si on se soumet, on sera malheureux toute notre vie. Si on arrive à faire quelque chose de son malheur qu'on a reçu, on n'oubliera pas, mais on aura le plaisir et la fatigue de la créativité. Oui. Ça me donne l'occasion de remercier les bénévoles qui nous accompagnent, certes, toute l'année au cours de cette journée. Vous étiez un grand groupe à accompagner les déplacements aujourd'hui des psychiatres, des personnalités, des porte-parole des associations, des personnes concernées. Il a fallu se mobiliser pour ne pas se perdre dans ce magnifique palais. Merci aux bénévoles. Il faut vraiment, vraiment leur dire merci. Je vais vous demander d'applaudir tous les bénévoles engagés dans les associations. Ils font le lien social et le lien, c'est du soin. Et je vais encore vous remercier particulièrement, vous Béatrice en charge des bénévoles, et solliciter d'autres pour venir prendre les micros. Encore vous solliciter, merci. Et on va prendre quelques questions. Après quelques autres réactions de Boris Cyrulnik, vous prendrez les micros et vous les tendrez, si vous le voulez bien, aux personnes qui posent des questions. Mais nous allons aller taquiner Boris Cyrulnik sur le champ politique. Vous avez vu que tout à l'heure, il nous disait que les élus étaient peut-être... bon, je ne vais pas le répéter, j'ai peur du tournage. Mais j'ai envie de vous demander, lorsque l'on parle d'attachement, vous le savez, le dernier livre de Boris Cyrulnik, c'est Tomber amoureux, se relever attaché. Lorsque l'on parle d'attachement, on peut s'interroger sur deux protagonismes de la sphère politique que sont M. Poutine et M. Trump. Seraient-ils des bad boys, comme vous en parlez dans votre livre? Alors, je serais presque d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais les bad boys sont très séduisants. Si vous ne me croyez pas, allez au cinéma et vous regardez le nombre de bad boys qui enthousiasment les femmes. Ils sont beaux, ils sont bagarreurs, ils sont courageux. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être la mémoire phylogénétique où la violence des hommes avait une fonction adaptative. Il n'y a pas beaucoup de frontières qui ne sont pas le résultat de guerres. S'il y a une cartographie des religions, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. Si on parle français
en France, c'est parce que la République a interdit le basque, le breton et les patois. Donc la violence des hommes, beaucoup moins des femmes, avait une fonction socialisante. Or, depuis qu'on a fait des progrès et qu'on voudrait vivre ensemble autrement, aujourd'hui, dans une culture en paix, civilisée, la violence n'est que destruction. Est-ce que vous voulez dire que M. Poutine et M. Trump sont séduisants auprès de certaines communautés féminines? Mais bien sûr, j'ai été invité à Saint-Pétersbourg, qui est l'université de Poutine. Il y avait des photos de lui partout, torse nu, avec un couteau dans sa ceinture, un cheval qui galopait dans l'eau. Il était beau, il était beau. C'est-à-dire que... C'était bien sûr, même Poutine, il est adoré. Et alors, en plus, quand on maîtrise les mots, quand on maîtrise la littérature, quand on maîtrise le cinéma et les médias, à ce moment-là, on fait un discours de langage totalitaire. Il n'y a qu'une seule vision du monde, celle du chef. Ils savent créer l'empathie, ils savent même créer l'attachement. Mais bien sûr, Staline a été adoré, Hitler a été adoré, tous les Mao, tous les dictateurs sont encore aujourd'hui adorés. Mais pour qu'ils soient adorés, il faut qu'il n'y ait pas de démocratie, il faut qu'il n'y ait un seul discours. Alors il y a des photos partout. J'ai travaillé en Syrie avant l'effondrement. Hafez el-Assad était adoré. Tous les dictateurs sont adorés parce qu'il n'y a pas de choix. C'est lui et pas un autre. Et à ce moment-là, il y a une publicité. Et je pense que c'est comme ça qu'on les laisse, moi, on les laisse prendre le pouvoir, en laissant s'installer un langage totalitaire. Il n'y a qu'une vérité, celle du chef. D'où la nécessité des artistes. Parce que les artistes, eux, ne vont pas être d'accord et ils vont mettre en valeur Staline, qui a été incroyablement adoré, et ils vont en mettre en valeur, ils vont faire un autre film sur un autre, et on aura le choix. Nous, spectateurs, donc si on a le choix, c'est qu'on a un degré de liberté, ce qui est inacceptable dans un régime totalitaire. Le dernier livre de Boris Cyrulnik, c'est Tomber amoureux, se relever attaché. Alors évidemment, on a envie de savoir comment Boris Cyrulnik nous décrypte. Tomber amoureux, c'est comme s'il y avait un choc. On appelle ça le coup de foudre. Il y a un choc. Alors, par définition, le coup de foudre est bref, puisque c'est un coup. Alors, on tombe... Pas un coup du soir. Alors, ça peut arriver. Alors, on tombe amoureux, on ne tombe pas attaché. On tisse le lien de l'attachement. On s'attache jour après jour, petit déjeuner après petit déjeuner, même quand on n'est pas glorieux le matin, on s'attache et puis on crée des événements quotidiens. Alors que l'amour, tomber amoureux, c'est la foudre. J'étais bien, et puis boum, elle arrive, c'est elle, c'est pas une autre. C'est elle. Je la reconnais. Comment tu fais pour la reconnaître? Tu la connaissais pas. Oui, mais je la reconnais. J'éprouve pour elle un sentiment de familiarité stupéfiant, alors que je ne l'ai jamais connue. Mais comment elle s'appelle? Je ne sais pas, mais on sera heureux. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je ne sais pas, mais on sera heureux. Si ce n'est pas délirant, ça, alors... Mais si c'est un délire, c'est une période sensible, on l'apprend par cœur, c'est le cas de le dire, on l'apprend par cœur. Et on finit par apprendre le moindre de ces petits signes, parce que la signification des corps, des mimiques, même si est préverbal, il n'y a pas un mot, la signification, c'est dire. Mettre en signe, c'est dire. Mais ça n'a pas de sens. Donc on voit que beaucoup de... On parle du premier amour. Dans la salle, plein de gens ont parlé du premier amour. Vous pouvez, ça reste entre nous, ça ne sortira pas de la salle. Mais s'il y a un premier amour
c'est qu'il y en a un deuxième. Et au deuxième amour, on a fait des évaluations sur les styles d'attachement. Au deuxième, après le chagrin, parfois très douloureux, de la perte du premier amour, on constate que le deuxième amour, les gens ont acquis une maturité affective très grande. C'est-à-dire que le deuxième amour est mieux stable et il passe plus facilement à l'attachement. Est-ce qu'il faut que nous comprenions que les couples qui durent, ce sont des couples qui passent ou qui traversent tomber amoureux et qui deviennent êtres attachés? Alors, pas forcément. Pendant toute l'histoire humaine, on a donné les femmes. Hein, c'est l'expression de Lévi-Strauss. Et donner les femmes, ça ne tenait pas compte de leur amour ou de leur attachement, ça tenait compte de leur ventre. C'est-à-dire qu'on donnait les femmes pour faire un lien, une association. Le seigneur donnait sa fille pour s'associer avec le seigneur voisin, de façon à associer les deux armées pour attaquer une troisième armée. Les paysans faisaient ça, ils donnaient leurs filles aux paysans voisins pour associer les garçons pour la moisson. Ce que j'ai connu avant-guerre, où la moisson, j'ai vu des hommes minces comme ça, faucher pendant plus de 12 à 15 heures par jour. Parce que tout le monde craignait la pluie. Les vieux étaient sur le banc et étaient en train à l'affût du vent, des nuages. Si par malheur il pleuvait sur la moisson, on ne mangeait pas de pain pendant tout l'hiver suivant. Donc il y avait un enjeu de survie à donner les femmes pour faire de la société. Mais on ne pensait pas à leur personnalité, c'était pas pensé. Et elles devaient mettre au monde des âmes pour adorer Dieu, renforcer la religion. Et ça existe encore au Proche-Orient, ça existe encore dans tous les pays, où elles devaient mettre au monde des garçons, de préférence à des filles, pour faire la guerre et pour travailler au fond des mines 15 heures par jour. Le sexe, le ventre des femmes, ne servait qu'à faire du social ou du sacré pour renforcer la religion. Donc on voit que maintenant que les femmes, depuis quelques générations en Occident, les femmes deviennent des personnes. Et là, il faut repenser la personnalité des femmes, la fonction des couples, la structure des familles. Donc tout est à repenser. Ma dernière question sera en lien avec un chiffre que nous avons beaucoup partagé aujourd'hui. Depuis la pandémie, il y a une hausse de 20% des troubles dépressifs chez les jeunes. Et en vous lisant, je me suis dit, mais est-ce que ces jeunes qui utilisent comme expression « mais toi, t'es largué », est-ce que ces jeunes ne souffrent pas de ne pas être reliés, de ne pas être attachés à l'autre, attachés à une histoire avec l'autre? Est-ce qu'en fait, ce qui se passe, ce n'est pas un manque d'attachement? Mais bien sûr. C'est-à-dire que dans un pays en paix, 12% des adolescents souffrent, ont du mal à prendre le virage de l'adolescence. C'est difficile, il faut qu'eux soient bien, que leur famille soit bien, que la culture les accueille bien, ça fait beaucoup de conditions. Donc 12%, c'est le chiffre de l'INSERM, bon, il est discutable, mais enfin c'est l'ordre de grandeur. Avec l'université de Mons, où j'enseigne encore, en Belgique, après le Covid, on a fait une évaluation des dépressions des adolescents. 39%. C'est-à-dire que l'isolement affectif, c'est votre question, l'isolement affectif avait vulnérabilisé ces garçons et ces filles, qui fait qu'ils n'arrivaient pas à prendre le virage de l'adolescence. Où là, il faut avoir le punch, il faut se sentir bien, il faut se sentir sécurisé, il faut que la culture nous accueille avec du travail, avec des études, ce qui n'est pas le cas de notre culture. Et on voit que les valeurs, la hiérarchie des valeurs morales de la culture occidentale est incroyablement en train de changer. Un jeune qui entre dans l'aventure sexuelle et sociale aujourd'hui, on prédit qu'il fera 4 à 5 métiers différents au cours de sa vie et qu'il aura 4 ou 5 couples différents au cours de sa vie. C'est peut-être un progrès sur le plan aventure humaine, à coup sûr. Sur le plan individuel,
est-ce que c'est un progrès pour la structure des familles ou est-ce que c'est un progrès pour les enfants qui, on va dire tous les 5 ans, sont obligés de changer de parents ou de changer de structure parentale? Alors là, il y a beaucoup de publications qui sortent actuellement, l'augmentation effarante de l'inceste, 3%. C'est stupéfiant. 3%. Ça veut dire que ces hommes et que ces femmes, beaucoup plus rares, mais il y en a plus que vous le croyez, ces hommes et ces femmes ne se sentent plus père ou mère et considèrent que là, ils ont un petit partenaire possible. Et quand j'étais praticien, tous les praticiens dans la salle vont témoigner qu'ils ont entendu la même phrase. Je me demande pourquoi on me met en prison alors que je lui ai fait découvrir l'amour. Oui, mais c'était votre fille. Oui, mais je lui ai fait découvrir l'amour. Aucun sentiment de crime. Il n'y a plus de structure familiale. Un père ne peut apprendre, découvrir qu'il se sentir père que si tous les jours on lui adresse la parole, on le désigne comme père, que ses enfants le désignent comme père, sa femme le... Alors là, c'est un crime. Sinon, c'est un homme. Avant qu'on vous donne la parole pour quelques questions, parce qu'on ne passera pas la nuit, même si on pourrait, hein, parce que Boris Cyrulnik pourrait nous accompagner tardivement, mais le temps nous est quand même compté. La dernière question sera sur le divorce. On entend toutes les observations. Il n'y a jamais eu autant de divorces. Les couples ne tiennent plus, ne tiennent pas. Alors, comment on lie ces statistiques croissantes du taux de divorce à cet enjeu que vous nous décrivez, qui est celui de l'attachement? Alors, le mot divorce est en train de disparaître, comme le mot père est en train de disparaître. Quand j'ai remis le rapport à notre président de la République, on n'a pas su dire qui était le père. Alors on a dit premier parent, deuxième parent. Le deuxième parent, ça peut être la grand-mère. Dans les couples homosexuels, ça peut être une autre femme. Quand une femme élève son enfant avec le quatrième beau-père, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un quart de beau-père ou un cinquième de beau-père? J'ai accompagné un jour un enfant que j'ai suivi pendant longtemps. Il arrive à l'âge de la sexualité et il tombe amoureux d'une femme qui a un enfant et avec qui il a un deuxième enfant. Tout marche bien, le couple marche bien, les enfants se développent bien. Et pourtant, cette femme avait divorcé, donc les enfants, elle, le mari, le conjoint et les enfants allaient bien. Puis le couple dysfonctionne, ils se séparent et mon ancien patient vit avec une deuxième femme qui a 3 enfants de 3 pères différents. Dites-moi où est Oedipe? Où se cache Oedipe? Comment va-t-on faire pour le trouver? Est-ce que si une fille du premier couple envisage d'avoir des relations sexuelles avec un quart de frère de l'autre couple, est-ce que ce garçon est interdit parce que c'est un quart de frère ou est-ce qu'il est autorisé parce que c'est 3 quarts pas de frère? C'est un 3 quarts de garçon possible. Les structures, alors là, autant accepter le divorce était un progrès. Des parents étaient tellement malheureux et quand ils étaient malheureux ensemble, ça ne rendait pas les enfants heureux. Donc le divorce, il fallait l'accepter, ça a été un progrès. Mais ces fractures répétées empêchent la structuration des familles et empêchent la structuration de la représentation de soi. Beaucoup d'hommes ne se sentent pas pères, donc ils ne voient pas pourquoi ils ne passeraient pas à l'acte sexuel. Et 16% des incestes sont commis par des femmes, des mères qui ne se sentent pas mères. Donc, alors c'est beaucoup moins que d'hommes, mais le principe est le même. Et ils, elles, n'ont pas acquis, construit la représentation de soi en tant que père ou mère. Alors pour terminer, on va vous tendre les micros, il y a déjà quelques temps, j'ai eu la chance que Boris Cyrulnik, lors d'un dîner assez informel, porte un regard que j'ai perçu comme sécure. Et ça m'a beaucoup animé depuis certaines années, donc je vous en remercie. Je vous remercie aussi de nous avoir apporté ces éclairages. Et peut-être que nous pouvons prendre quelques questions avant de nous quitter et d'aller
chanter. Alors, allons-y, quelques questions. On va vous donner un micro, madame. D'accord. Alors, peut-être... C'est bon, j'ai le micro. Allez-y, madame. Je voulais savoir, vous disiez que vous aviez eu des parents idéaux, entre guillemets, parce qu'ils avaient disparu lorsque vous étiez très jeune, donc vous les avez idéalisés. Et donc vous disiez ça sur le ton de la blague, mais en même temps, je me posais la question, qu'est-ce qu'il en est pour des enfants dont le parent s'est suicidé? Alors ça, c'est un grand trauma pour les enfants. Là, ils ont beaucoup de mal à s'en remettre, parce que là, c'est pas l'absence de père ou de mère, comme les orphelins. Là, c'est la mise à mort par soi-même. Donc ça, c'est un modèle identificatoire très difficile pour un enfant. D'autant que quand il y a un suicide, il y a un silence. Très rapidement, les enfants découvrent la cause du silence et ça les traumatise encore plus. Alors, ce qui c'est difficile, je propose dans ces cas-là de parler des photos. On met la photo du père ou de la mère. Il est là, elle est là. Et puis, ah oui, il était menuisier, il était militaire, c'est tout. Et 2 jours après, ah, il était courageux. Ah, puis un jour, il a souffert. Et petit à petit, sans brutaliser l'enfant, la représentation de se donner la mort devient possible sans trop traumatiser l'enfant. Mais donc, vous parlez des objets. C'est-à-dire, oui, ça c'était la chemise de ton père. Ah ben, ton père a été, c'était un bon skieur. Les bêtises de la vie le font vivre encore un peu, et le mot suicide est moins brutal. Il y avait une question ici, c'est ça, oui, madame? C'est pas vraiment une question, c'est plus un témoignage. Je voulais dire que j'ai beaucoup aimé mon papa. Il est décédé quand j'avais 5 ans. Après, j'ai connu l'inceste, j'ai grandi difficilement. Et grâce à vous, monsieur, j'ai fait une résilience, je pense, bien costaud. Et j'ai fondé une association qui s'adresse aux personnes qui vivent avec un trouble bipolaire comme moi. Cette association, elle est basée sur Nice. Elle s'appelle Le Phare des Deux Pôles et voilà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et vous aussi, Didier, vous êtes venu il y a des années à Nice. Et vous étiez sous les arcades de la place Garibaldi avec nous. Et voilà, et je voulais vous remercier à tous les deux. Mais c'est moi qui vous remercie, madame, de votre témoignage que vous faites avec beaucoup de sincérité et courage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, allez-y. On va vous donner un micro. Bonjour. Bonsoir, madame. D'abord, je suis vraiment enchantée d'avoir l'occasion aujourd'hui de rencontrer en chair et en os notre cher Boris Cyrulnik. Et je m'occupe d'enfants au Maroc. J'ai commencé, après mon travail, à partir travailler en tant que thérapeute pour des orphelinats et des centres de protection pour les enfants qui sont recueillis par l'État et mis en protection, justement, parce que les parents sont dans la rue. La plupart du temps, ce sont des mères seules. Ces enfants sont issus de relations hors mariage, souvent issus d'enfants abandonnés eux-mêmes, qui se retrouvent à la rue, et le cercle, comme ça, se fait de génération de femmes en génération de femmes. J'ai pu m'en rendre compte parce que sur une même journée, j'ai eu 2 petits-enfants de 5 ans qui étaient au centre de protection, dont les mères étaient venues les voir quand elles pouvaient, et que ces deux mères étaient issues du centre d'où ils étaient sortis. Et comment dire, je me suis rendu compte que le problème de l'attachement
le problème de la, comment dire, de la croissance de ces enfants était difficile parce que l'amour continuait à exister souvent entre la mère dans la rue et l'enfant soi-disant protégé, parce qu'il y a du soi-disant, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais le problème, c'est que la société crée, la société marocaine en ce qui nous concerne, crée, le côté hors la loi de cette femme dans la relation avec son enfant. Ensuite, et ma question viendra après, pardonnez-moi si elle est longue. Et ensuite, la relation entre la mère et l'enfant est considérée comme, je ne sais pas comment l'exprimer, mais l'enfant est nommé pendant pratiquement toute son passage en centre de protection comme l'enfant du mal. L'enfant, et ça le suit partout. Et je m'occupe de jeunes enfants qui sont sortis de ce centre-là. Pardon, vous vouliez peut-être... Allez-y, madame, posez votre question, parce qu'il y a d'autres questions. Est-ce que vous voulez poser une question, ou est-ce que vous voulez que Boris Cyrulnik réagisse sur ce que vous venez de nous dire et qu'on passe à une autre question? On arrive. Allez-y. Oui, vous décrivez une situation réelle, classique. C'est-à-dire que si on n'intervient pas, on laisse le traumatisme se transmettre à travers les générations, et on voit effectivement des enfants abandonnés par une mère qui elle-même a été abandonnée. Mais ce qui provoque l'abandon de cette mère, c'est parce que personne ne l'a entourée. Si on avait pu la sécuriser, l'insérer socialement, elle n'aurait probablement pas abandonné, on aurait arrêté la transmission à travers les générations. Donc je pense que d'ailleurs maintenant, ce que vous dites est vrai, je l'ai vu et vécu souvent, mais c'est parce qu'on laissait les phénomènes se dérouler. Maintenant qu'on intervient, on arrête de plus en plus la transmission. Voilà, monsieur lève le bras, encore une ou deux, et puis une, me dit Boris, une. Allez-y, monsieur. Bonjour, je voulais vous poser une question. Vous avez parlé des enfants délinquants. Oui. Pour vous donner un peu le contexte, moi j'interviens en tant qu'éducateur de rue. C'est vrai qu'on observe une montée de la délinquance et surtout de la violence chez les jeunes. Est-ce que vous auriez un mot sur comment l'accueillir et accompagner ces jeunes, dans l'accompagnement, si vous voulez la problématique, c'est qu'on leur ferme. Il y a beaucoup de portes qui se ferment, que ce soit pour des raisons diverses, dans la scolarité, dans tout un tas de choses. Et effectivement, c'est peut-être une facilité pour eux de rentrer dans des chemins où ils ont aussi il y a des personnes qui les incitent à rentrer dans ces chemins-là. Et comment est-ce qu'on peut accueillir, si vous voulez, cette parole, parce que quand vous parliez... C'est-à-dire comment est-ce qu'on devient un référent bienveillant pour accompagner ces jeunes vers un autre devenir? Oui, comment... Oui, okay. Merci pour votre question, parce qu'effectivement, on ne sait pas qui va prendre la fonction, l'effet de tuteur de résilience. Ça peut être un éducateur, pas forcément. Ça peut être un autre membre de la famille, pas forcément. Ça peut être un prêtre, si les enfants sont croyants, et on voit que chez les adolescents actuellement, il y a un retour de la religion qui est très important, probablement parce qu'ils ont besoin de sécurité et de sens. Et ça peut être un prêtre. J'ai travaillé dans les favelas de Rio de Janeiro et de Fortaleza, au nord du Brésil. La plupart du temps, celui qui déclenchait un processus de résilience, c'était un guitariste ou un joueur de football. On est au Brésil. Hein. Et Sandra Cabral, qui est une de mes élèves, qui est devenue professeure à Rio, m'a invité dans les favelas. Et j'ai vu ces garçons adaptés aux favelas par la violence. Un garçon qui n'était pas violent est méprisé. Un garçon, un adolescent, doit montrer son courage physique, et sinon il perd ses amis. Or, j'ai accompagné
le guitariste, il a été accueilli à bras ouverts. Sandra Cabral a fait donner des cours de violon et elle a organisé un petit concert avec ses bagarreurs qui jouaient Bach au violon. Et bien sûr, au bout de quelques mesures, Bach se transformait en samba. Mais on était... Le référent, il est tout à côté de nous, ou il est loin. Ça peut être un guitariste, vous le disiez, un joueur de foot, ça peut être un autre adulte bienveillant, ça peut être un professeur, peut-être un éducateur, ça peut être n'importe quel passeur humain qui porte un regard sécurisant sur l'autre. C'est ça? Merci, mot à mot. Je vous demande d'applaudir Boris Cyrulnik. Oui. Alors maintenant, vous savez quoi? On va faire chanter les psychiatres. Et alors ça va être drôlement amusant de voir ce jeune psychiatre qui est là, Florent Porta de l'hôpital de Bordeaux, qui va chanter avec vous et vous aider à comprendre ce que vous chantez. Et puis le neuropsychologue Fabrice Pastor qui lui aussi va jouer le jeu de la déstigmatisation de la santé mentale par la chanson et la joie. Je vous souhaite un bon karaoké de la santé mentale. Nous vous rejoignons nombreux. Et peut-être que Boris va chanter, qui sait ?